On va partager le temps entre des moments de lecture et des questions. Après une présentation générale par Pierre-Yves Soucy, qui est un poète et éditeur, et d'autres séries de questions par Esther Tellerman, qui est poète et psychanalyste. Alors, comme toutes les questions, elles sont souvent faites pour ne pas attendre de réponse ou de fausses réponses. Donc, ma foi, ce sera à vous d'interpréter. Je vais commencer par la première page de Brève histoire de la poésie partant de Barbarie, tentative d'autobiographie. Alors, qui constitue avec Le Cri muet les deux derniers livres que j'ai publiés là, ces dernières semaines. Qu'un jour, fût-ce possible, j'aurais pu dire, j'eusse pu, avec souvenir, vie passée, album, ce pu, ça, puce, n'en crois pas, espoir, remords, flonflon, ronron, histoire, petit tas de soie verrouillé dans mémoire, cadenassé et méfriable, est-ce possible? Fût-ce. Non, non, je n'écrirai pas mes mémoires. Juste quelques morts jetés en vrac pour dégager le terrain. Cependant, comment faire? Rien ne demeure ici. Tout bouge au gré du vent et change. Rien ne résiste. Nonobstant, ainsi, avant, d'ici, toujours, on voit la mer. Par tout temps, la mer. Tout temps, ici, à cette place. La mer. Mais à présent, n'en crois pas, fût-ce possible, pâquerette, érosion, mouvement du sol, mouvement des tombes, balai, verre, lombric, taupe, enfouissement, lent travail de la terre, route défoncée, trouée, impraticable, marche vers rien, est-ce route? Et soit, ça? Mais quel silence! Avec bras grands ouverts sur l'avenir, comme fosse dans sol, ou route courbée, érodée, balayée, emportée dans l'incessance du vent. Bien, alors j'aurai un peu la difficile tâche de présenter Bernard parce que l'œuvre est importante à divers titres et d'une part et d'autre part ce qui me semble aujourd'hui essentiel à dire, c'est l'importance des deux derniers textes qui viennent de paraître qui ont l'un pour sous-titre tentative d'autobiographie sur lequel je reviendrai. Mais pour ceux qui connaissent ou connaissent moins l'œuvre de Bernard, je voudrais d'abord dans un premier temps, je voudrais faire rappeler assez brièvement l'importance de cette œuvre, de ces livres publiés au fil des années, dont le premier date de 1985 et qui est publié par Maurice Nadeau. Ce n'est pas rien. On sait l'importance que Maurice Nadeau a occupée dans l'édition française de la seconde moitié du XXe siècle et la force
de Maurice Nadeau à pouvoir déterminer la signification, la portée, l'importance d'une œuvre aussi bien poétique que pour ce qui concerne le roman, ou pour ce qui concerne la nouvelle, ou pour ce qui concerne l'essai. 1985, donc, je dirais, première publication chez Maurice Nadeau, La vie à l'envie, et va suivre, je dirais, tout un ensemble de textes, je dirais notamment 3 recueils de poèmes et un roman entre 1988 et 1992. En 1993, tu nous donnes, je dirais, un essai important sur Coltès, La nuit, le nègre et le néant, qui était le premier essai publié sur Coltès. Et de 1995 à 2001, Bernard va créer et diriger une revue qui a occupé une place, je crois, importante par le choix, par la sélection des auteurs qui auront été faits. Cette revue a reconnu 15 volumes et on peut encore, je dirais, la voir, bien que c'est difficile de se procurer les numéros encore aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs qui sont définitivement épuisés. Cette revue, on peut la voir et la consulter à la librairie au-dessus de nous. Cette revue qui s'intitulait Ralentir travaux, je signale en passant, qui était un rappel, ou je dirais quelque chose qui était, comment dire, un geste posé à l'endroit des surréalistes, ou du moins dans le prolongement de dans cette démarche-là, de par le titre même. Et puis, 1999, il nous donne Vers le désert. Je pense que Esther aura l'occasion de revenir quelque peu sur ce livre, qui est un livre important à divers titres et qui demanderait, je dirais, qui est sujet à de multiples interprétations. Et je crois que là, je dirais, l'œuvre est vraiment, elle se constitue vraiment, c'est un des noyaux durs de cette œuvre, je dirais, que tu vas poursuivre, je dirais, et que tu poursuis encore aujourd'hui à travers, j'y reviendrai à l'instant, les 2 derniers livres qui viennent d'être publiés. Et puis, il y a ce colloque qui était consacré, Bernard Desportes autrement. C'est un colloque qui avait été préparé, organisé par Fabrice Tumorel, dont les actes ont été publiés en 2008 par les presses de l'Université d'Artois de Lille, qui donne une idée assez précise, je dirais, concernant le travail à la fois poétique et à la fois de romancier de Bernard. Et puis, suivent, je dirais, de 2007 à aujourd'hui, toute une série de textes importants, mais aussi, et je tiens à le signaler, Bernard n'est pas uniquement quelqu'un qui est impliqué dans l'écriture fermée sur elle-même, mais c'est quelqu'un qui également s'implique, je l'ai signalé à travers la création de la revue Ralentir travaux, mais il est aussi, je dirais, en 2007, je dirais, commissaire du Salon international du livre de Tanger, ce qui implique également, je dirais, un regard sur la création contemporaine, comme vous pouvez vous en douter. 2008, également un nouveau livre chez Fayard, c'est le 6e roman qu'il publie. On passe à 2010, L'espace du noir, avec le peintre et dessinateur Roland Katuszewski. Pardon? Marcel, pardon. Ah oui, excuse-moi, Marcel. Et en 2011, Le présent est légitime, qui est publié par, je dirais, nos bons soins, c'est-à-dire les éditions La Lettre Voilée, dont je suis depuis la création co-directeur. Le présent est légitime, qui est un texte qui est consacré à, je dirais, dont l'œuvre de Dubouchet sur laquelle tu t'attardes, je dirais, occupe une place relativement importante. Et 2012, vous avez L'Éternité, qui est un récit qui est publié chez Aldante. Et puis, 2014, je dirais, un nouveau livre qui, cette fois, est consacré exclusivement à André Dubouchet, qui est publié chez Obsidian. Donc,
on voit, je dirais, qu'il y a des lignes de force, il y a des lignes de continuité dans tes rapports, je dirais, avec un certain nombre d'auteurs qui t'auront marqué, mais qui n'ont pas empêché, bien au contraire, de dégager une voix qui est fort singulière, tant du point de vue poétique que du point de vue, je dirais, de la prose que tu nous auras donné au fil des années. Les deux derniers livres qui sont parus il y a très peu de temps, Brève histoire de la poésie partant de Barbarie, qui porte en sous-titre Tentative d'autobiographie, sur lequel je reviendrai à l'instant, je dirais, et Le Cri muet, sont deux livres, je dirais, on pourrait dire autobiographiques, mais là il faut interroger le sens et la portée, je dirais, du mot autobiographie à partir de ces deux livres, puisqu'il s'agit bien, je dirais, de tentatives. Ce deuxième livre, Le Cri muet, je dirais, et ce sont des fragments qu'il aura donné, qu'il aura choisi à travers, je dirais, ces textes qui vont de 1991 à 2016, et qui est accompagné, je dirais, par une superbe œuvre comme il le dit, je dirais, du peintre et du sculpteur, Gilles Dubouchet, qui est publié, donc le livre est publié chez Almanach. Alors, il y a tout cela, mais il y a aussi, je dirais, toute ton implication, je dirais, non seulement au niveau éditorial, mais au niveau, je dirais, j'allais dire, de débats, de discussions, d'affrontements, parce qu'on connaît très bien, je dirais, ta détermination et ta force d'argumentation, je dirais, quand on entreprend une discussion avec toi. Je dirais, cette présence-là, je dirais, m'a toujours marqué depuis plus de 20 ans, depuis qu'on se connaît. Et ce qui me frappe, je dirais, c'est cette résistance, je dirais, à vouloir faire voir, à vouloir montrer, je dirais, ce que peut être une œuvre, ce qui peut en définir l'autonomie, la singularité, et en même temps, je dirais, une œuvre, je dirais, qui est une adresse, de toute manière. Je veux dire, de toute manière, elle est toujours une adresse. Et donc, elle entre toujours dans la discussion. Mais, moi, personnellement, je dirais, j'ai été frappé quand nous avons accepté ce livre à la lettre voilée, ce second livre, Brève histoire de la poésie partant de Barbarie. Ce qui m'avait frappé, je dirais, c'est le sous-titre Tentative, notamment, c'est le sous-titre Tentative d'autobiographie. Est-ce qu'une autobiographie est possible? Est-ce qu'elle est possible dans une écriture qui, à la fois, cherche, et c'est ce que tu laisses entendre par tentative, qui cherche à la fois, je dirais, à révéler un certain nombre, je dirais, d'aspects de ton implication dans l'écriture, mais pas seulement, d'une part, et d'autre part, cherche à révéler, je dirais, cherche à construire, parce que c'est une construction. L'autobiographie, ou toute tentative d'autobiographie, est une construction, est une mise en forme, je dirais. Et c'est la question que je me posais, je dirais, du rapport entre autobiographie et la relation qui peut exister entre, je dirais, vérité et fiction. Parce que c'est toute la question, je dirais, qui est au cœur de cela, je dirais, de ces deux derniers livres en particulier. Or, ce qui me frappe par ailleurs, mais je ne voudrais pas insister davantage, je voudrais entendre une tentative de réponse, toi, je dirais, bien sûr. Mais ce qui me frappe, je dirais, c'est qu'il y a dans les textes, dans ces deux derniers livres, je dirais, une approche qui ne cède rien, je dirais, à la volonté, je dirais, de dire les choses au plus près de ce qui est possible de dire et de ce qu'elles ont de vérité. Et en même temps, je dirais, avec toute la profondeur que ça représente, c'est-à-dire avec toute la difficulté de faire monter à la surface, je dirais, ces vérités, et à travers, bien sûr, je dirais, quelque chose qui est une construction, qui est une mise en forme, qui peut être aussi partagée entre, je dirais, cette volonté de vérité et cette volonté de fiction, qui est de la mise en forme, proprement parlé. Alors, je t'ai titillé sur cet aspect-là, je dirais, lorsqu'on s'est vu la dernière fois, et je t'ai dit que j'irais dans ce sens pour ce qui concerne, je dirais, le travail que tu as fait au cours de ces dernières années, et en particulier à travers ces deux livres. Oui, alors, toute autobiographie, comme tu le dis très bien, est nécessairement une tentative. C'est-à-dire pour essayer d'approcher
cet être que nous sommes, dans son rapport à lui-même, son rapport aux autres et son rapport au monde, et son rapport à l'autre surtout, et à l'autre présent en soi. Alors, c'est une tentative dont on sait qu'elle est vouée à l'échec. Mais ce qui importe, c'est tout ce qui va émerger dans cette démarche. C'est ça l'élément central. C'est-à-dire, c'est une interrogation du monde, finalement, que nous allons dessiner. Et cela constitue une forme de portrait dans cette interrogation du monde. Je ne pense pas qu'on puisse établir un équilibre entre fiction et vérité. D'abord, personnellement, je n'emploie pas le mot de vérité parce que ça recouvre toujours plus ou moins un absolu que je ne partage pas, donc je préfère le remplacer par le mot de réalité, dont on sait qu'en elle tout est perdu, comme disait Reverdy. Et donc, on voit bien là les multiples pièges qui s'ouvrent à nous. Mais l'élément central, c'est que nous essayons d'aborder ce trou noir qui est au sein de notre pensée et au sein de notre langue. Et c'est ce que j'appellerais ce trou noir, ou cet écart entre ce qui est le sens et ce que nous sentons en nous-mêmes comme insaisissable. Bon. Et ça, là, gît effectivement le rapport profond que nous avons au monde, de la même façon que se trouvent les voies et les lignes de la poésie. Donc, la poésie, pourquoi ? Parce que je pense que seule elle permet de quitter les chemins tracés. Alors évidemment, il faudrait d'abord définir ce qu'est poésie. Bon, ça serait l'objet d'un vaste discours et qui dure depuis toujours, qu'on va sans doute laisser tomber là ici. Mais la poésie, en tout cas, elle n'est pour moi, elle est sous la forme du poème, de la prose, et voilà. Elle est pour moi ce qui est l'expression de ce qui nous scinde, de ce qui scinde la langue, de ce qui scinde notre pensée, de ce trou noir qui est au fond de nous et qui est ce par quoi nous essayons d'appréhender le monde. Voilà. Et donc, je ne pense pas que l'on puisse aller tellement plus loin dans la définition de ce qu'est une autobiographie. Nous essaierons tout à l'heure, au fil de la discussion, d'y revenir. Mais ce qui compte pour moi, c'est une démarche, encore une fois, une démarche donc d'appréhension du monde, et c'est cela qui livre le véritable portrait de soi, d'une certaine façon. Voilà. Alors bien sûr, évidemment, dans ce livre-là, j'essaye d'aborder des éléments de fiction, des éléments de réalité, des passages plus proprement poétiques, des passages plus prosaïques, le rapport à l'histoire également, dont on parlera, je crois, tout à l'heure avec Esther, et aussi une histoire recomposée. Bon, on peut trouver étonnant, par exemple, que figure dans une tentative d'autobiographie d'un homme du XXIe siècle, bon, en quoi la peste noire du Moyen-Âge traverse son histoire. Mais c'est parce que nous sommes porteurs de toute l'histoire que nous avons apprise et de l'interprétation que nous en faisons. Bon, parce que si on commence à fouiller ce qu'est la peste noire, bon, on s'aperçoit que très vite, par exemple, c'est derrière ce mot de peste, le nom qui était désigné par l'aristocratie française
pour désigner les Juifs. Bon. Donc, on voit que pour vaincre la peste, bon, il fallait brûler vifs ou noyer vivants les Juifs. Vous voyez? Donc, tout cet élément-là tous ces éléments lointains traversent notre histoire et nous interpellent au plus profond. Et d'une certaine façon, on peut dire que nous sommes redevables, bon, de ce qu'est l'histoire aussi loin qu'elle remonte. Nous ne sommes pas innocents face à l'histoire. C'est ça que je veux dire. Donc on ne peut pas s'absoudre de l'histoire et faire comme si elle ne nous concernait pas et elle ne rentrait pas dans un élément constitutif de notre autobiographie. Bon, c'est un exemple comme ça pris parmi d'autres, mais que je tenais à signaler, sur lequel nous reviendrons sans doute, mais voilà. Toute une partie de ce livre, je dirais, de l'histoire de la poésie en temps de barbarie, je dirais, c'est aussi, je dirais, un rappel, je dirais, de ce que un rappel, je dirais, des années de l'histoire de la poésie à proprement parler. Il y a une chose qui me frappe, je dirais, une fois que tu as fait ce rappel-là, je dirais, tu donnes des dates très précises. Le livre est composé, par exemple, 14 mai 2000, 28 mars 86, etc. Bon. Et après, vient un texte, je dirais, bon, tu parles de migrants, tu parles de démocratie, exactement, des textes qui sont inscrits comme tels, et tu en viens à un texte qui s'intitule « Écrire ». J'aimerais seulement lire 2 ou 3 vers, parce que je dirais, si on peut parler de vers, tu écris la chose, tu écris ceci. « Je n'ai pas voulu redire ce que dit le monde, mais dire ce que seul l'homme peut dire, que le monde ne dit pas. » Là, c'est toute la question de l'écart par rapport au monde, parce que de toute évidence, je dirais, pour moi, je dirais, et c'est ce qui m'attache profondément, je dirais, au travail poétique que tu as fait au cours de toutes ces années, c'est l'idée qu'il y a un rapport au monde qui est absolument essentiel, fondamental, et la lecture de soi ne peut pas ne pas passer par aussi une lecture du monde. Tout à fait. Et là, je voudrais répondre là, parce que c'est curieux que tu aies choisi ce petit passage, oui, parce qu'il figurait dans la lecture que je voulais faire tout à l'heure, que je ferai, que je ferai de toute façon. Mais il n'y a pas de problème. Mais dire ce que le monde ne dit pas, c'est pas seulement ce que nous portons de secret en nous-mêmes. Un peu plus loin, dans ce passage, je reviens sur l'obscénité, hein, et sur le manque de pudeur. Bon. Il est tout à fait évident que si l'on part dans un projet d'écriture en mettant de côté l'obscénité et en prenant pour soi la pudeur, toute tentative d'écriture est vouée à l'échec. N'a rigoureusement plus aucun intérêt. Bon. C'est-à-dire on sombre dans le domaine du bien, bon, dont je dis, quelque part j'avais noté, sur le domaine du bien, Bataille disait le côté du bien est celui de la soumission. Bon, d'une manière plus rigolote encore, je dirais, Char, cette ignominie dirigée que constitue le bien, qui s'intitule le bien. Voilà. Sans parler de Roland Barthes qui disait que le magazine Nous Deux était plus obscène que Sade. Donc voilà. Donc je veux dire, il faut bien voir que écrire, c'est aussi se battre en permanence contre pas seulement les conventions, mais ce qui est considéré comme le bien, c'est-à-dire en réalité ce qui est admis par tous, ce qu'il est convenu d'accepter, ce qui est fréquentable, bon, en rejetant tout ce qui ne l'est pas. Et tout ce qui ne l'est pas, là aussi nous pourrions revenir, c'est-à-dire c'est toute la marge, c'est tout ce que l'on ne comprend pas, etc., etc. C'est le trou noir dont nous parlions tout à l'heure, etc. Bon, donc je vais peut-être faire une première lecture, là. Je me rends compte que si je m'approchais mieux, bon. Donc je vais commencer par les dernières pages, peut-être que je m'arrêterai là d'ailleurs, ça va dépendre du souffle encore ou pas, les dernières pages de Vers les déserts.
Le vent a balayé la nuit. Le ciel est limpide. Je suis à nouveau seul sur la route de HTRZ-MKV, cette ville où attend cet homme. Mais il n'y a plus de route, plus de maison, plus de champs, plus rien, plus de traces de l'homme sur cette partie de la terre. Je suis à présent hors de la ville. HTRZ-MKV est derrière moi, et les bruits de la ville me parviennent étouffés, les bruits d'une ville, effacés par le vent. Mais ici, hors de la ville, il n'y a plus rien. Plus rien ne demeure ici que le vent qui souffle en rafale sur la terre, la sèche, érode, la brûle. Quelques taillis, des herbes, puis plus d'herbes. Une route bientôt recouverte, et plus de route. Une plaie vive, et de fait plus rien. Par ici, rien qu'une terre vierge, inculte. Et le ciel, pas même un lieu, pas de nom de lieu. Le ciel, la terre rase et le vent, rien que cet étendue noir et le vent, un désert. Je suis parti de Dlave, cette ville où je suis né en mois de novembre, où tu es passé un jour. Un jour tu es passé par Dlave, tu dois t'en souvenir. Tout est parti de là. Tous ceux que j'ai perdus, Volo et Golo et toi, à Dlave, car tu t'es fixé à Dlave quelque temps. Il y a eu cette femme. Est-elle partie ou est-elle à présent morte? Dans quel trou de la terre? Dis, le sais-tu? Cette femme sitôt disparue. Nul ne le sait. Et j'ai cessé de chercher moi-même. Cessé de chercher depuis longtemps. Tout s'efface, recouvert par le sable, la terre, le vent. Ma ville est loin. Je ne sais plus où est ma ville. J'ai quitté Dlave pour venir te rejoindre. J'ai pris le train pour Glog, Blav, Glav, puis Glart. De là, le bateau pour Sglard, et le bateau encore pour Logm. Le train à nouveau de Logm à Glom, puis Mglog. De là à Mglog, le train s'arrête. Il n'y a plus de train, plus de gare, plus de rail. J'ai loué une voiture pour Mgol, pour faire la route de Mgol à Mgol. Mais de Mgol, la route s'arrête. Il n'y a plus de route. Je suis revenu à HTRZ-MKV à pied, ici, à pied jusqu'à HTRZ-MKV, venant de Mgol, de Mlog et au-delà, venant de Dlave, ma ville, pour te retrouver, mon père. Mais à HTRZ-MKV, il n'y avait personne. Personne ne t'y avait vu. Personne ne nous a rencontrés ensemble. Et nul n'a pu me parler de toi. Et je suis fatigué à présent, si fatigué. Tandis que la peur à nouveau m'envahit, cette absence en amont, en arrière, le corps de cette femme avalé par la terre, drainé par les pluies de novembre, et ce vide au-devant de moi, toute absence toujours, ce silence, une telle solitude. Dès que j'aurai repris des forces, quelques forces après la nuit, cette nuit si violente ce soir, et ce vent, la violence du vent ici, à HTRZ-MKV, est extrême, inouïe. On n'imagine pas. Il détruit tout, ravage tout, et rien ne résiste au vent, ici, du côté de HTRZ-MKV. Mais demain peut-être, quand le vent se sera essoufflé, apaisé, un peu, quelques heures, et moi-même déjà si faible, n'est-ce pas? Demain alors, après la nuit, je reprendrai la route. Cette route non tracée, partant de HTRZ-MKV, et qui mène à Dlave, ma ville, vois-tu, cette ville de Dlave où je suis né, cette ville qui fut la tienne aussi, cette ville où je suis né au mois de novembre, le 11 ou le 12 du mois de novembre. Je retournerai par là-bas, du côté de cette enfance. Ai-je dit à l'enfant dévêtu allongé nu sur le sable mouillé, tandis que la mer découvrait son corps, offert à la brise, s'engouffrait entre ses jambes entrouvertes, venait noyer son ventre, là-bas peut-être du côté de Dlave, car ici il n'y a plus de route. Aucune route par ici, au-delà de HTRZ-MKV. Et que faire alors par là, vers ces montagnes noires, cette terre aride ravagée par le vent, vers ces déserts? Mon enfant, mon amour, si le vent se calme un peu et quelque peu s'apaise, je reprendrai cette route. Je retournerai dans ma ville, à Dlave, dans la blancheur du jour. Je quitterai cette steppe où se brisent mes pas. Ici, je ne laisse rien. Tout s'écroule autour de moi. Et dès lors, la marche seule me tient debout. Contre le vent, dans cette violence éblouissante du jour, un pas encore, contre le vent.
Esther. Merci Bernard de m'avoir convié à poser quelques questions. Alors, c'est un honneur puisque j'aime beaucoup, comme tu le sais, ton œuvre et que je l'ai pratiquée. Cela m'a donné l'occasion de la relire en partie, évidemment, seulement, et de m'attacher principalement aux textes de prose qui, pour moi, sont aussi des poèmes et de la prose, au sens où la prose, comme tu le dis, nécessite de toucher ce réel dont tu parles, c'est-à-dire c'est impossible à dire, au lieu de quoi elle n'est qu'un reportage, en effet, du peu d'une vie. Donc, merci, nous avons échangé longuement pendant toutes ces années, et évidemment, je poser quelques questions me frustre un peu par rapport à l'immensité des choses que j'aurais voulu poser. Mais en tout cas, je ne sais pas si je vais recommencer par l'autobiographie, Bernard, et comment je veux redire comme j'ai aimé ce livre publié par Pierre-Yves, Brève histoire de la poésie en temps de barbarie, tentative d'autobiographie, qui appréhende après tout un parcours d'écriture, c'est-à-dire que l'autobiographie pour un écrivain, c'est son parcours d'écriture, semble-t-il, c'est-à-dire sa traversée en même temps de tous les auteurs qu'il aime, que ce soit Bernard, Beckett, Kafka, Bataille, Dubouché, Genet, Mallarmé, Baudelaire, Céline, Faulkner, d'autres. Et évidemment, je suis proche de ces choix, c'est-à-dire du pont que tu fais entre poésie et prose, telle que la prose se tient quand elle se tient. Donc, je voulais te poser la question, évidemment, un petit peu du côté de la psychanalyse, parce qu'évidemment, il y a dans ma lecture, tu le sais Bernard, de ton œuvre, un point probablement de butée, qui a fait d'ailleurs non pas, c'est pas du tout fâché là-dessus, mais comme tu sais, éternité pour moi une sorte de limite à ton écriture, et je te l'ai dit, je n'ai pas pu lire éternité vraiment jusqu'au bout. Donc la question que je vais aborder est assez, non pas polémique, mais telle que je l'entends, c'est que il n'y aurait pas d'histoire individuelle pour toi. Alors, histoire individuelle, bien évidemment, c'est l'histoire de ton parcours d'écrivain, mais aussi, sans lien avec la grande histoire, Pierre-Yves l'a abordé, sans lien avec l'histoire. Nous sommes issus de la dernière guerre mondiale en Europe, de ces massacres organisés, planifiés, de la transgression même de ce que la langue courante appelle l'inhumain. Oui. Encore qu'il faudrait revenir sur ce terme. Et donc, les 4 citations qui ouvrent ton livre, Brève histoire de la poésie en temps de barbarie, tentative d'autobiographie, donnent le ton de Lautréamont à Blanchard, Reverdy, Dubouché. Est-ce que la seule autobiographie possible, finalement, Bernard, pour toi, serait celle de l'inhumain que chacun de nous porte en soi? C'est ce que Freud nommait pulsion de mort. Oui, alors, sans vouloir ou pouvoir peut-être ici surtout revenir vraiment sur ce qu'on peut appeler l'inhumain, on est bien obligé quand même de décortiquer un petit peu. Bon, donc là où il apparaît le plus nettement à nos yeux, je dirais, c'est marquant pour toujours l'histoire humaine, c'est la Shoah. Cela dessine la transgression d'un interdit fondamental. Je dirais que jusqu'à présent, si l'on regarde les guerres qui ont traversé toute l'histoire humaine, il s'agit surtout de guerres de conquête de territoire,
de pouvoir religieux. Et l'on passe de ces guerres de conquête de territoire de pouvoir religieux à des projets d'extermination à partir d'identités. Donc, la barbarie, c'est celle-ci, essentiellement. Donc, la part inhumaine de ce qu'on appelle communément inhumain, ce qu'on appelle nomme communément inhumain, c'est d'abord cela. Mais le problème, c'est que l'inhumain, c'est aussi la part insaisissable en nous, la part à laquelle nous n'avons accès. Bon. André Boucher disait « Ne te retiens que ce que tu ne saisis pas ». Or, ce que nous ne saisissons pas, c'est toute la part profonde de notre être. Bon. C'est, comme tu disais, l'approche du réel. Bon. C'est ce sur quoi il nous faut se pencher, travailler, dialoguer, oser dialoguer, si nous voulons approcher un tant soit peu une quelconque réalité dans notre rapport au monde. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, les qualifications du bien, du mal, etc. etc. Je rappelle simplement que pour Bataille, tel qu'il le dit dans la littérature et le mal, c'est-à-dire que c'est à travers le mal que se joue la création. Et à travers l'étude et à travers l'approche du problème du mal, un peu comme je viens de le dire là, parce qu'on peut mêler le mal et l'inhumain, que se fait la création, que se fait toute création. Hein, je ne dis pas seulement littéraire, mais aussi artistique, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec l'éternité? Je ne dis pas ça de manière immodeste, mais je dis ça simplement tel que ça me vient à l'esprit. J'ai voulu essayer d'aller jusqu'au bout de ce qui m'était à moi-même supportable. Voilà. Donc, c'est incontestablement un livre qui m'est extrêmement difficile de relire, mais qui, je pense, était nécessaire à la construction de mon travail, à la construction de ce qu'on peut appeler une œuvre plus ou moins, enfin bref, tous les guillemets du monde, etc. etc. Main d'œuvre, disait André Boucher. Donc, voilà. Donc, l'éternité, c'est ça. Ce qui guide l'éternité, c'est ça. C'est-à-dire cette volonté de montrer, en plus, à travers la langue choisie, de montrer en plus qu'à travers les pires horreurs, il y avait une langue poétique. Et que cette langue poétique jouait avec cette horreur. Voilà, alors après, qu'en dire, c'est au lecteur de dire effectivement ce qu'il en pense, mais c'était ça l'objectif. Oui, et d'ailleurs, dans les citations que tu as faites tout à l'heure, moi je souhaiterais aussi citer cet article assez remarquable de Lacan, Sade, Kant et Sade. Et en effet, notre société, on pourrait dire qu'elle est sadienne. Il suffit de regarder la télévision, sur n'importe quelle chaîne d'ailleurs. Il y a une banalité de la violence qui, justement, chez toi, Bernard, n'est pas dans la banalité. Et c'est là où tu sembles reprendre l'héritage de Bataille, par exemple, ou celui de ma mère, ou, par exemple, lorsque Bataille aborde la transgression de l'interdit, le décrit, l'angoisse est là. Contrairement à beaucoup de textes qui s'écrivent actuellement, qui se veulent pornographie. Donc, il me semble qu'il y a là une différence. Et chez toi également, il y a
ce jeu, en tout cas ce jeu, cette production de l'angoisse à partir de la transgression du possible. Donc, dans ton écriture même, c'est-à-dire cette beauté de ton écriture qui se risque dans sa langue même, dans sa violence répétitive, sarcastique, à travers cette prose fulgurante et haletante, d'approcher ce trou dont tu parlais. C'est-à-dire c'est impossible à dire, où tout sens commun s'anéantit. Tout sens commun, c'est-à-dire vraisemblance, puisque ces scènes sont des fables au fond, hein, que ce soit les scènes de viol, de meurtre, d'amour entre les garçons. Donc, dichotomie du bien et du mal, morale bien pensante sont là mises à mal. Et donc, dans des scènes d'une très grande violence, donc je ne souhaiterais pas ici vouloir taire, que ce soit meurtre, patricide, et qui semble une provocation. Alors, je parlerai d'ailleurs, après coup, du rire et de la tendresse qu'il y a dans ton œuvre, mais je me posais la question de ce pourquoi des scènes transgressives. Alors, pourquoi les scènes transgressives ? Est-ce qu'on peut demander à Bataille pourquoi les scènes d'inceste ? Mais je pourrais justement, et je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est bien l'hypocrisie, c'est-à-dire l'envers du monde qu'il s'agit de déployer. C'est-à-dire l'hypocrisie de nos sociétés qui masque ce qu'elles montrent d'ailleurs de façon éhontée et sans pudeur, par une idéologie dominante de l'amour. C'est-à-dire, est-ce cet envers du monde, finalement, que tu dénonces ? Ah, ça fait beaucoup de... Mais c'est très intéressant. Mais ça j'ai fait beaucoup modifié je vais essayer de répondre. Par rapport à... Il y a un premier élément qui m'interpelle, et qui est pour moi très important, qui différencie l'écriture d'un texte comme l'éternité avec les 120 journées, par exemple, et avec ça d'une façon générale. C'est que l'éternité, ce livre est construit à partir d'une montée systématique, graduelle, permanente de l'angoisse. Or, ce qui caractérise l'œuvre de Sade, c'est qu'il n'y a pas d'angoisse. C'est vrai. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, à partir du moment où existe cette angoisse, il y a conscience d'une culpabilité, et donc il y a interrogation sur le mal et le bien. Dans les 120 journées, il n'y a pas cette interrogation. Donc là, il y a une différence fondamentale avec, et je dirais qu'aussi, pour revenir à un auteur plus contemporain auquel on me compare assez souvent, si je prends Eden de Pierre Guyotat, je le mets du côté de Sade, c'est-à-dire il est hors de l'angoisse. Donc pour moi, ça fait une frontière fondamentale, je dirais. Bon, c'est l'élément numéro 1. Alors après, toute œuvre construite autour de l'exploration du mal est une provocation. Parce que nous sommes dans une société où seul le bien est admis, ou en tout cas ce qui est une façade, en tout cas la façade du bien est admis, parce qu'il est normalisateur. Bon, je vais le dire de manière un petit peu tronquée, mais l'essentiel est là. Lacan disait, le pire diagnostic que l'on peut faire, bon, c'est celui de normalité, parce qu'il est insoignable. Et là, je partage évidemment ça totalement, bon, bien sûr. Voilà, bon, donc ça c'est ce que je voulais dire par rapport à la façon dont je situe dans mon travail l'éternité, c'est-à-dire c'est quand même un nœud, quelque part, à travers cette question de l'angoisse dans le mal. Voilà. Après, sur la dernière partie de ta question, je ne veux pas dénoncer, je veux faire partager. Et alors, en voulant faire partager,
C'est un vieux débat sur le problème de l'engagement, etc., etc. C'est à mon sens évidemment beaucoup plus fort et beaucoup plus dérangeant. Parce que mes livres sont en général faits en fonction, de telle façon que le lecteur se met à la place de celui qui écrit. Bon. Et donc, il endosse donc, toutes les pires choses qui sont dites, il en prend à son compte, ou alors il ferme le livre. Mais s'il ferme le livre, il est bien obligé de s'interroger pourquoi le ferme-t-il. Quand même. Parce que ce livre existe. N'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on se ferme à quelque chose qui existe? Voilà une question. Oui, c'est-à-dire que, effectivement, c'est par la langue, je crois, par la langue que tu attrapes le lecteur dans ce que tu nommes d'ailleurs écart. Donc, je voulais revenir sur ce terme, ce que tu nommes écart entre le monde réel, toujours inaccessible, dis-tu, et le monde suffocant que l'on porte en soi. C'est ce que tu dis dans Le présent illégitime, publié en 2011 par Pierre-Yves aux éditions de La Lettre volée. Donc, écrire pour toi, d'ailleurs de ton écriture même, ta syntaxe, le rythme de ta syntaxe, semble tourner, enfin, de plus en plus rapide au cours de tes romans, dans une irrigation par exemple, et donc semble écrire autour d'un trou qui aspire, et qui fait le rythme de ta syntaxe. Donc, ce trou dans la nomination des choses, puisqu'on ne peut pas nommer le réel dont tu parles. Donc, cet écart, je t'interroge sur cette notion d'écart, en quoi consiste-t-elle pour toi, cette notion d'écart, donc entre monde réel, toujours inaccessible, et monde suffocant que l'on porte en soi, et que tu appelles liberté libre, me semble-t-il, dans cet essai. Je reprends à Rimbaud, liberté libre. Voilà. Le point de départ, c'est que le point de constat, c'est que la pensée pense ce qui la dépasse infiniment. Donc ce n'était pas qu'une ironie au départ, quand j'ai parlé de questions et de réponses, c'est-à-dire que nous avons en nous l'immense richesse d'une infinité de questions auxquelles nous pouvons répondre. Et donc il y a là un premier écart qui se crée au sein de la pensée. Et le seul élément, non pas de répondre bien sûr, mais le seul élément qui nous permet d'approfondir cette question, c'est la langue. C'est la langue. Et singulièrement, la langue poétique, singulièrement le poème. C'est-à-dire quelque chose qui part, une langue qui au départ, quitte le reportage, comme tu disais tout à l'heure, quitte l'anecdote, quitte l'histoire, quitte le convenu, quitte ce qui est immédiatement donné et qui apparaît comme la réalité, mais qui n'est qu'une illusion. Bon, c'est-à-dire une espèce de machin que l'on jette en pâture aux gens pour qu'ils s'en contentent et qu'ils broutent. Bon, pour essayer d'apporter par une autre langue, une langue qui les sorte d'eux-mêmes et de ce quotidien, et qui les fasse s'interroger sur ce qu'ils ne saisissent pas, sur ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qui est au sein de chaque homme, je dirais. Au sein de chaque homme, il y a cette poésie. Donc, simplement, il n'en a pas conscience. On a tout fait pour lui dire qu'il n'en était pas capable et qu'il n'en avait pas conscience, évidemment. Tout est fait pour ça. Bon. Mais je pense que donc, cet écart, c'est cela. Donc sortir la langue du reportage, et donc dans ta trilogie, Bernard, donc le personnage principal, Vlad, alors je ne reviendrai pas aussi sur les noms très becquetiens qu'on a entendu tout à l'heure, de lieux et de personnages magnifiques.
donc semble dérouler quand même le récit d'une indignité, c'est-à-dire au centre de ce monde noir, violent, il y a la mer. Il y a toujours la mer. Dans ce monde tragique, cette mer est engrossée et abandonnée. Et donc, dans Vers les déserts, les personnages s'enfoncent dans une terre meuble, des paysages noirs, engloutis dans leur solitude. Et je me demandais si vous n'imaginiez pas, bien sûr à votre insu, porté par la langue justement dont vous parliez, c'est-à-dire cette langue qui n'est pas seulement la langue du reportage, la langue de la communication et du sens, mais cette langue qui surgit lorsque l'on écrit le poème, c'est-à-dire d'un monde, une langue d'avant le langage constitué, c'est-à-dire avant les limites imposées par le langage en quelque sorte, c'est-à-dire un babil qui nous porterait, babil enfantin. Donc, est-ce que l'écriture... On parle de Varuna, notamment. Voilà. L'écriture aurait-elle, donc pour vous aussi, Bernard, le pouvoir d'explorer ce monde hanté-langagier? Alors, je veux revenir un petit peu sur la mer, quand même. Alors, la mer, elle est un peu dans le livre ce qu'est l'histoire. C'est-à-dire que elle remplit plusieurs fonctions, elle joue plusieurs rôles. Mais j'avais saisi au passage que tu disais quelque chose tout à l'heure, que je reprends, c'est que je me demande si pour moi, la mer, ce n'est pas la naissance du monde, tout simplement. Et cette naissance du monde qui est en même temps attractive et répulsive, qui paralyse dans un premier temps, et dont on peut en tout cas saluer grandement, à mes yeux, le fait que, après l'avoir tant vue et tant vue, elle reste toujours aussi subversive. Donc, c'est qui pour moi une des marques d'une véritable œuvre. Je voudrais partir aussi, je mets des éléments en vrac pour ça, d'une phrase très très belle de Lévinas qui dit « La relation à l'infini n'est pas un savoir, mais un désir. » Donc, dans ce rapport au monde, dans cette naissance du monde, dans ce rapport au monde, tel qu'il nous est livré en tout cas par le tableau de Courbet, il y a évidemment l'interrogation de l'infini. Et cette interrogation de l'infini, si on la poursuit avec la phrase de Lévinas, c'est-à-dire autour d'un désir, on voit effectivement jusqu'où cela nous entraîne. Ce désir, il est forcément contradictoire, il est forcément attractif, répulsif, etc. etc. Donc je pense que sur la mer, c'est essentiellement ça qui est sa place dans mes livres. Et après, l'autre partie de ta question, la deuxième partie de ta question, Esther, c'était je ne m'en rappelle plus. C'était à savoir si tu pouvais, si l'écriture avait pouvoir d'explorer ce monde hanté-langagier, c'est-à-dire d'avant, voilà, c'est le rapport entre poèmes, ce que j'appelle vraiment roman, et puis ce qui apparaît désormais dans la littérature, c'est-à-dire ce reportage, ces autobiographies généralisées, ces livres multipliés par les éditeurs, qui en effet racontent quoi? Y a-t-il quelque chose à raconter? Voilà. Y a-t-il quelque chose à raconter? Je n'en suis pas sûr. Bon, d'où le caractère insipide de ces productions dites de romans qui apparaissent pour chaque prix, je ne sais plus combien il y en a maintenant, enfin bref, et qui obstruent l'air, et en tout cas occupent
toute la place à l'étal des librairies et décime les forêts, qui plus est. Enfin, bon, vraiment une catastrophe. Alors, je pense que le langage est confronté, la langue, surtout pour un écrivain, mais pas seulement, est confronté à un double problème. C'est-à-dire, on sent que le sens ne suffit pas à ce que l'on veut dire, et donc toute langue, plus ou moins, cherche à faire éclater le sens. C'est toute l'aventure de la modernité. C'est-à-dire, à travers toute l'histoire de la littérature, elle est marquée par cette aventure de la modernité, donc, dont on voit qu'elle est chaque fois attaquée violemment, mise à l'oubli, mise à l'index, mise à la poubelle, etc., etc., parce qu'elle vient forcément déranger, etc., et elle vient déranger surtout ce qui conforte l'individu dans sa normalité, dans sa banalité, c'est-à-dire le sens. Alors après, je dirais que l'aventure de l'écriture, c'est une aventure entre sens et non-sens. Non-sens étant ce qu'on appelle souvent, de manière un peu triviale, l'illisible de l'écriture. Tiens, ça c'est illisible, comme on a dit longtemps de Mallarmé qu'il était illisible. Bon, voilà. Alors, c'est une question très délicate, parce que je pense que, pour moi, en tout cas, je ne veux certainement pas généraliser, pour moi, tout enjeu d'un texte, c'est de trouver une voie qui n'est pas une voie médiane, mais qui est une voie qui permet d'aller le plus loin possible dans un équilibre précaire et paradoxal entre sens et non-sens. Voilà. C'est-à-dire, le sens étant ce par quoi on accède quand même à l'autre, le non-sens étant ce que je viens de dire, ce qui fait éclater les limites et les barrages de la langue, et qui emprisonne celle-ci dans un carcan qui ne lui permet pas d'approcher ce dont nous parlions tout à l'heure, depuis tout à l'heure, le trou noir en question. Voilà. Donc, en gros, de manière schématique, je pense un peu ça, c'est-à-dire, c'est ce que tu appelles ce langage langagé, c'est ça, d'une certaine façon, que je veux. Oui, c'est ce qui me semble chez toi faire littérature. Donc cette jonction entre ce qui peut faire sens et non-sens, en tout cas ce qui se place à la limite de ce qui fait sens et non-sens, dans ce risque au fond, qui est celui du poème, me semble-t-il. Et c'est pourquoi, je dirais idéologiquement, c'est ça qui est intéressant aussi, il y a dans tes figures, puisqu'il y a aussi des représentations dans tes textes, ce n'est pas simplement de la poésie musicale, il y a des représentations, et il y a cette figure récurrente de l'exclu, du misérable, des traqués, des affamés, des massacrés. Et donc il semble que le nègre, la figure du nègre, soit, que tu appelles volontairement nègre dans la violence qu'employait Césaire, pour bien dire ce que ce mot désignait. Donc, le nègre soit la synthèse, le symbole de ces figures, de l'exclu, qui serait peut-être la figure d'ailleurs du poète, finalement, du poète, en tout cas de l'écrivain, et symbole de ces figures vers les déserts, à Brève histoire de ma mère de 2003, à Dansant disparaissant de 2004, à Éternité de 2012, et même, je crois, dans Une irritation. Oui. Je pense, on voit aussi cette figure. Et donc, je voulais, dernière question, te demander si, justement, et c'est ça qui me semble important, la littérature, celle qui, comme la tienne, se porte à cette hauteur, c'est-à-dire peut-être à ce bas, la hauteur étant quelque chose d'assez bas et pas du sublime, exige peut-être d'avoir cette position de l'exclu et de l'étranger, ce qui déferait bien nos
nos idéologies dominantes de l'identité actuellement et du désir identitaire qui est dominant. Donc l'étranger dans la langue, être étranger dans la langue. Donc faut-il être étranger dans la langue? Et cela, la figure du nègre, tout à finir fait. par ça. Exactement. C'est-à-dire, faut-il, ça je ne sais pas. Moi je n'indique aucune direction, mais personnellement j'y tiens véritablement, c'est-à-dire effectivement que ce soit à travers le désir, que ce soit à travers le migrant, que ce soit à travers la nuit qu'il représente, que ce soit à travers l'abîme dont nous parlions tout à l'heure, le nègre, que je différencie du noir, comme il y aurait le noir, le blanc, etc. Le nègre, c'est d'abord l'étranger. C'est-à-dire ce qui nous interpelle, ce qui nous interroge, ce que nous ne comprenons pas et que nous sentons confusément être en nous. Et donc, d'une certaine façon, c'est une force d'intranquillité. C'est un peu comme ça que l'entendait Césaire également. Bon, c'était une sorte de force d'intranquillité. Et je trouve que cette figure-là est absolument fondamentale, parce que fondamentalement dérangeante dans nos sociétés actuelles. Et donc elle est effectivement centrale dans mes livres. Alors après, faut-il écrire à partir de là? Bon, ça, je ne sais pas. Moi je sais que je ne pars d'aucun point quand je commence à écrire un texte, bien, mais à un moment donné, d'avancer vers cette interrogation de l'abîme, hein, l'étranger a impérativement sa place, doit trouver impérativement sa place. Et donc, à ce moment-là, il faut lui donner sa place. Mais en lui donnant sa place, je ne lui donne pas sa place avec une langue autre et différente du reste du texte. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui parlerait différemment. Non, c'est celui qui est la différence au sein de la langue. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Je crois que c'est ça, oui, pour conclure, ce symbole, hein, que quand tu prends le nègre, c'est ce symbole de l'autre en nous. Absolument. Absolument, oui, c'est le symbole de l'autre en nous. Et là, il y aurait beaucoup à dire aussi, notamment autour de l'œuvre de Lévinas, qui est là encore une fois, pour moi, à mes yeux, fondamentale. D'abord, ce symbole de l'autre en nous, c'est d'abord la compréhension de ce que je disais tout à l'heure, la place de la poésie. C'est-à-dire comme chemin d'expression de l'autre en nous. C'est-à-dire de ce que nous ne comprenons pas, de ce qui nous est étranger, mais que nous sentons confusément être faisant partie de nous-mêmes. C'est très clair. Voilà. Est-ce que tu veux lire encore? Oui, je vais lire encore quelques. Je pense avoir encore. J'en ai sauté un déjà tout à l'heure, donc il me reste encore un peu de force. J'avais sauté dans l'histoire de ma mère. Parce que j'ai mis ces grilles de lecture. Voilà, c'est là. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est ça, voilà. Merci. C'est ça. Je vais lire un passage, un court passage du Cri muet. C'est la fin du texte, l'espace du noir. Espace. Poussière de crayons, d'hommes, débris d'étoiles. Le vent arrache le pas, recouvre la montagne, l'emporte. Affûtée, élaguée, arasée, dissoute, figure précipitée dans le blanc.
Un pas invisible hors du blanc se fond dans l'espace, semble rayer l'infini. Espace où peut-être le trait se résorbe. Homme ou main, sitôt disparu. Ainsi te disais-je, que verrais-je si je tournais entièrement la tête du côté de ce que je vois? Le trait qui troue comme lame en transperçant l'espace le dessine et de la même rature le circonscrit en un cri dont l'écho, arrachant la mémoire, enfermé en son cercle, se perd au-delà du blanc dont il se voulait la représentation. Espace rendu à l'infini par le trait noir qui en sera toujours désormais le centre. Lieu alors où nul lieu n'était visible. Est-ce pour dire, pour rappeler, pour témoigner? Non. Nul lieu, quelle que soit sa violence imprononçable, ne témoigne de l'infini. L'infini imprononçable contient et abolit tout lieu, apparu, disparu aussitôt. Mais le trait noir qui, trouant l'espace blanc, vient ajouter un centre à l'infini des centres, des mots, des sourires, parce qu'il enfreint et transgresse le cadre imaginaire où le trait se dessine, offre un sourire, bouche fendue, échange muet, que la mémoire emporte. Mémoire et montagne alors se confondent. Où demeure le sourire noir du trait qui le dessine, quand le blanc qui le révèle l'a englouti, avalé? N'est-ce pas cette ombre muette qui toujours fait abîme au flanc de la montagne, alors que l'oiseau noir depuis longtemps a disparu? Montagne ou mémoire, blanc dès lors voilé d'ombre, à l'infini. Enfin, je terminerai par quelques passages de vraie histoire de la poésie partant de Barbarie. 14-16. Je vais sur le port d'où partent les galères. Je marche au bord de la mémoire sans y mettre les pieds dedans. Puis je fais le tri de mes propriétés et de mes jours. Mes attentes, je les jette aux orties. Ma mère, cette salope large cuisse bleue, ça n'existe pas. Mon père, je l'ai troqué contre un kebab rance au marché aux esclaves, place Gemal Fna. Ça n'existe pas. La poésie, cette salope Roland de regret, ça n'existe pas. La route, elle est pleine de boue et jonchée de cadavres. Elle se traîne palpitante et vomit les enfants torturés, démembrés, affamés, jetés aux quatre coins de l'histoire gâteuse. Alors la route, je l'ai renversée. J'ai vidé les charognes, les crimes et l'histoire dans la benne ordure. Et la route vide, je l'ai dressée contre le ciel en appui aux nuages. Ça n'existe pas. Ma route, je la brise, je la ploie, je la broie. Elle sera la branche noire qui fait un coup dans le ciel. J'ai préféré jeter la terre au loin. Très vite, le chemin disparaît. Il s'effondre dans la terre. Il s'effondre dans la mémoire. Il s'effondre. Il disparaît. La route glisse vers l'horizon sans mémoire, sans attente. Je ne suis pas revenu sur la route. La montagne en terrasse pénètre le ciel en silence. Du monde perdu ne reste que le dehors. Marche qui est mienne désormais, contre le vent, intruse dans le monde ouvert. Soudain, soit ça, disparu dans le bleu du ciel. Il n'y a plus de route d'un pont à l'autre, d'une voie à l'autre, d'une rive à l'autre. Il n'y a jamais eu de pont, ni de rive. Pas d'espérance dans la dérive des jours. Pas d'étape, pas de repos. Il n'y a pas de leçon, pas d'exemple, pas d'expérience. Les souvenirs, ça n'existe pas. L'après, ça n'existe pas. Je fais encore un petit. Oui, mais je ne ferai pas la conclusion. C'est bien comme ça que tu l'histoire. Bon, tu crois, oui. C'est bien si tu fais la conclusion. C'est bon. Ça, je saute.
je termine par la partie qu'avait abordée Pierre-Yves tout à l'heure, qui terminera mon intervention. Écrire. Je n'ai pas voulu redire ce que dit le monde, mais dire ce que seul l'homme peut dire, que le monde ne dit pas. J'ai voulu entendre cet écart entre le monde réel toujours inaccessible et le monde suffocant que l'on porte en soi. Si j'avais un peu de pudeur, si peu que ce fût, je ne pourrais bien sûr absolument pas écrire. Seul écrit celui qui n'a pas de pudeur. Seul celui qui est sans pudeur est capable de se saisir de phrases et de les déballer, de les jeter tout simplement sur le papier. Seul celui qui est sans pudeur est authentique. Mais naturellement, cela aussi est, comme tout, un sophisme. Celui qui écrit est absolument impuissant devant la violence du monde et la souffrance des hommes. Mais ni la détresse, ni la barbarie qui sont en son cœur ne lui donnent la liberté du silence. Voilà. Je donne pour terminer la parole. Nous ne pouvons, Bernard, j'aurais souhaité qu'on termine, mais enfin, puisque tu souhaites que je fasse une brève conclusion, j'aurais aimé qu'on termine sur ta voix. En tout cas, nous te remercions tous de ce parcours d'écriture et de son obstination à, pour te citer, de l'attachement au terrestre, c'est une citation encore, avec ses conséquences, donc révolte, douleur, transgression, comme nous l'avons entendu. Tu nies toute valeur transcendantale, toute croyance, et je crois qu'en ce monde, c'est précieux. Et ton écriture résolument moderne, donc, pour reciter Rimbaud, exige cette radicalité. Alors c'est en cela, me semble-t-il, que réside aussi sa dimension politique. Donc un livre récent d'un universitaire qui commence à avoir un certain succès d'ailleurs, assigne à la littérature le rôle de réparer le monde. Et donc met dans ce rôle tous les écrits qui apparaissent sur Internet en repoussant Flaubert même. Il semble au contraire que tu souhaites de ce monde révéler les points vifs, les arêtes, et cependant, il n'y a dans ton écriture qui est poussée jusqu'à son extrême, qui pousse jusqu'à son extrême la transgression et la violence même, qu'il n'y ait rien là de nihiliste, mais plutôt un rire et une tendresse. Et je finirai par une citation d'une irritation, au livre que personnellement j'adore et qui me fait rire aux éclats, qui est de 2008, où évidemment Thomas Bernhard est aussi très présent. Ce long monologue d'une phrase de cet écrivain qui n'arrive pas à écrire la première phrase de son roman dans ce monde qui lui provoque un urticaire tant il l'agresse. Eh bien, je finirai donc par une citation de toi. Écrire, donc, rien d'autre que cette poignante expérience d'une vacance du monde propre à chacun, toujours similaire et toujours différente, qui fait de chaque homme un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui, à chaque fois unique par ses seuls mots et la violence et la douleur qui le poussent à les dire, comme le monde naît avec chacun et chaque fois disparaît à jamais avec la mort de chaque homme. Merci Esther, merci Bernard, merci infiniment. Je le reste, c'est une trajectoire qui va se poursuivre, je reste dans tous les sens qu'on peut imaginer. Et voilà, je ne sais pas si on doit demander, je dirais, l'assistance s'il y a des questions qui veulent poser, mais j'invite, je vois que le temps a passé avec une vitesse assez étonnante, puisque ça fait presque 1h30
qu'on est ici. Donc voilà, un grand merci, je dirais, pour ta présence et un grand merci, je dirais, pour ce que tu donnes à travers les textes qui ont été lus et à travers tous les autres, je dirais, qu'on invite à lire, puisque c'est une œuvre, à mon avis, pour moi, dans les cas, qui a été marquante et décisive. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Est-ce qu'on peut dire des choses sans poésie? Par exemple, à travers la philosophie, la psychanalyse, si c'est des écrits qui, pour autant que les écrits, par exemple, psychanalytiques, ne soient pas aussi poétiques. Hein. Vous évoquiez Lacan, donc il y a toujours les jeux de mots, etc. Est-ce qu'on peut vraiment dire des choses sans poésie? Bien sûr. Bien sûr. Je dirais que la plupart des formes qui rejettent la poésie, qui se ferment à la poésie, comme je disais tout à l'heure, il y a de la poésie dans beaucoup de textes de prose. La plupart des textes qui rejettent la poésie se donnent une finalité. Ce n'est pas le cas de la poésie. Voilà. Elle ouvre sur un gouffre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, on va peut-être clôturer ici et vous remercier de votre présence, de votre écoute, qui fut pour le moins très attentive. C'est ce que je peux dire, oui. Vous savez. Ça a été passionnant. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est moi. Oui, je dois rappeler que les ouvrages de Bernard sont en vente à la librairie et qui sont suivis d'une signature. Oui, Voilà. Et si vous voulez rire ce soir, prenez une irritation. Oui. Et les deux derniers. Et les deux derniers aussi. Entre autres. Je les ai un petit peu changés. T'as vu, j'ai changé un petit peu. Oui. Je crois que c'était très bien. C'est-à-dire au cœur, les questions sont allées au cœur et les réponses sont allées au cœur. Non, mais c'est ça. Intéresse ça. J'ai un peu changé les questions. Oui, mais c'était bien, c'était bien parce que